téléspectateurs de Global Télé Sud, bienvenue dans votre émission Tumulte. Aujourd'hui, nous parlons du sommet de la francophonie. Quelles leçons en tirer? Après donc des décennies d'existence, cette organisation qui a eu sa naissance par la volonté de Bourguiba de la Tunisie, de Senghor du Sénégal et de Aimé Césaire des Antilles. Nous voilà à un moment charnière de l'existence donc de cette organisation. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Juan Carlos Ondo Ongué, ancien président de la Cour suprême de Guinée équatoriale, président de Nexus pour le droit de l'homme. Également Roger Mbangma, chercheur associé à l'IPSE. Bonjour, cher collègue. Bonjour, madame. Et également Alsen Thiam, auteur, chercheur au 2R3S et au MIPAS, et également, on ne le dira pas, mais on va le dire quand même, à l'IPSE également. Donc, on est 3 chercheurs sur ce plateau, plus un magistrat, pour parler de ça. Sans plus tarder, Juan Gomez, ce dernier sommet de la francophonie. Oui, merci de m'inviter à votre émission pour parler de la francophonie, un sujet qui nous est cher, n'étant pas francophone de manière naturelle. Nous sommes hispanophones, nous sommes un pays hispanophone. Mais adhérents de la francophonie. Oui, tout en étant... Comme certains pays lusophones et hispanophones du continent qui ont adhéré. Tout en étant attachés à notre identité, à notre passé hispanophone. Nous sommes des membres actifs depuis 1989 de l'OIF. 10 ans après votre indépendance. Non, on est indépendant 20 ans après, on est indépendant depuis 1968. 68, d'accord, ok. Disons 5 ans après l'intégration de la Guinée équatoriale dans la zone francophone UDAC-CEMAC et l'intégration dans la zone du franc CFA. Ah ben, c'est particulier en Guinée équatoriale parce que vous n'avez pas des organisations comme le Commonwealth, comme l'OIF. Et donc, ça fait que naturellement, si vous devrez ne pas vous isoler par rapport à cette zone franc, vous adhérez, vous trouvez normal, vos pays adhèrent naturellement à cette organisation qu'est l'OIF. Oui, comme beaucoup de pays, beaucoup de membres de l'OIF ne sont pas d'anciennes colonies françaises. La Guinée équatoriale étant confrontée à un problème d'isolement d'abord politique au sortir de la première dictature de Mathias Nguema, qui va jusqu'en 1979. Donc tout de suite après, on essaye de sortir de l'isolement politique et ça passe par le dialogue, l'interaction avec les pays de la sous-région. C'est-à-dire que la Guinée équatoriale est confrontée à ce double problème, l'isolement politique. Comme le Cap-Vert. Voilà, l'isolement linguistique. Il faut qu'on s'intègre dans notre sous-région qui est entièrement francophone. C'est la raison principale pour laquelle nous nous sommes approchés de la zone francophone de l'OIF. Alors, Roger Mbama, originaire de la RDC. Oui. Le plus grand pays francophone au monde, 100 millions de francophones. Et pourtant, lors de ce dernier sommet, on n'a pas vu Pygmalion entre Emmanuel Macron et Étienne Tshisekedi. Il n'y avait pas de succès amoureux. Voilà. Oui. Bon. Merci beaucoup de me donner la parole. Merci surtout de m'avoir invité à cette émission. Bon, moi je suis, comme vous l'avez dit, de la République démocratique du Congo. Et je préfère toujours dire RD Congo plutôt que RDC. Je pense que c'est... Voilà. Et je suis le fruit de la francophonie, c'est-à-dire nous baignons dans le français depuis la colonisation. C'est ce que les Belges nous ont amené comme langue officielle qui est restée langue officielle de notre pays. Et comme vous l'avez dit, nous sommes le pays le plus peuplé, avec 100 millions d'habitants. 100 millions de francophones. Oui, 100 millions de francophones. Et donc, nous pesons dans cet espace, mais peut-être, bon, pour d'autres raisons, pas autant. On a organisé les Jeux de la francophonie l'année dernière, 2023. Alors, je ne sais pas, il y a eu peut-être, comme vous avez dit,
pas beaucoup on n'a pas vu de rapprochement lors de la conclusion du sommet. Des sommets. Bon, il y a des raisons, comment dire, très politiques. Très politiques. Dû voilà. à la non-citation de la RDC, oui. de RDC comme étant pays violenté. Comme Macron a pu citer les autres zones de conflit, il n'a pas cité la RDC. Et Tshisekedi n'était pas content. Voilà. Mais dans ce cas, la RDC a la particularité aussi que le Lingala a toujours chevauché, ou le Chiluba. C'est des langues qui ont toujours chevauché avec le français. Et par moment, le français, on fait l'éducation, l'éducation par la langue locale avant d'intégrer le français. Tout comme en Guinée, Conakry pour Alseni Tchama. En Guinée-Conakry, on commence la scolarité par la langue locale. Oui, c'est ça. Et pourtant, malgré ça, le français perdure, le français existe toujours. Et Doumbouya a été l'un des chefs d'État issus de coup d'État à être invité qui n'est pas venu. Oui, à être invité qui n'est pas venu. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de chaises vides. Quand on a vu l'intervention du président Macron, on a vu que l'organisation même n'a pas jugé nécessaire de remplacer ces chaises vides et que le président Doumbouya n'était pas venu, comme la plupart de certains pays du Sahel qui sont en ce moment dans des crises, notamment le Mali. Non, ils n'étaient pas du tout invités. Ils n'étaient pas du tout invités. Le Tchad, coup d'État invité, la Guinée invité mais pas venu, et puis le Gabon, coup d'État invité mais il était là. Mais je dirais oui, c'est vrai qu'ils ne sont pas invités, mais bon, moi je pense qu'il faudrait... c'est vrai qu'on a réintégré la Guinée parce qu'il y a eu des raisons politiques. J'ai écouté avant-hier M. Dalin dans des antennes qui disait que justement... il ne voit pas d'un bon oeil le fait que la Guinée ait été intégrée, en sachant aussi qu'il y a d'autres pays, notamment, qui sont toujours exclus, comme vous l'avez souligné. Donc, bien évidemment, à ce niveau, il y a des problèmes. Mais oui, la Guinée fait entièrement partie de la francophonie. Et comme vous l'avez dit, en Guinée, on apprend d'abord les langues locales, qui sont nos premières langues, puis le français qui devient une langue d'éducation et une langue de transmission aussi. Et c'est vrai qu'en Guinée, on parle quasiment mieux français que la plupart des autres langues, vu que les autres langues ne sont pas écrites. Donc oui, il y a une histoire de la francophonie en Guinée, mais aussi dans certains pays. Donc d'où voir aussi la francophonie comme un espace qui n'est pas forcément un espace de langue, mais aussi un espace de culture commune. Alors, pendant ce sommet, on a vu la plupart des anciens habitués de l'Élysée être absents. Je veux parler de Sassou Nguesso, de Paul Biya et du président de la Guinée-Équatoriale aussi, alors que ce sont aujourd'hui les notables les présidents des notables africains qui ont été absents. En quoi pouvez-vous l'expliquer? Ce n'est pas à moi de l'expliquer, tout d'abord, mais en tant que citoyen engagé dans la politique de mon pays, j'ai constaté comme d'aucuns qu'il y avait une coïncidence d'agenda. Notre président a snobé l'Assemblée générale de l'ONU pour participer à la semaine énergétique à Moscou, pour renforcer l'idée, pour faire voir qu'il y a un véritable basculement vers l'axe sino-russe. La même chose pour la participation à la réunion de l'OIF. En Guinée équatoriale, nous avons à peu près 450 000 locuteurs français, ce qui veut dire un tiers de la population. Donc l'engouement des Équato-Guinéens pour la langue et la culture française ne se dément pas. Je pense qu'il aurait été de bon aloi d'honorer cette invitation, d'être présent, d'assister. Mais Paul Biya, alors qu'on entend des rumeurs sur lui, qu'il serait même mort alors qu'il n'est pas parti. On l'a vu, il est parti en Chine, il est parti à l'ONU et il n'a pas pu venir. Il n'est pas passé à l'ONU, il n'a pas pu venir à la francophonie. Il y a des spéculations sur lui. Et c'est l'un des anciens de l'Afrique centrale, de l'Afrique tout court. Parce que plus de 40 ans de pouvoir, ça laisse des traces. Et quand on est absent dans ce cas-là, c'est visible. L'absence est visible. Il y a eu Paul Biya, il y a eu Denis Sassou Nguesso qui arrive à quelques années, plus ou moins 1 an, 2 ans, au même moment au pouvoir. Voilà. Oui, dans notre cas, il y a manifestement une intention de bouder l'événement.
Peut-être que certains points d'achoppement subsistent dans la relation bilatérale France-Guinée équatoriale, mais je pense qu'il faut forcément séparer les contingences politiques du problème de l'appartenance à la francophonie. Oui, mais d'accord. Moi, je veux voir l'aspect pas isolé de la Guinée-Équato, mais de voir que 3 voisins, Congo, Cameroun, Guinée-Équato, et les 3 plus anciens au sommet de leur État, qui sont au même moment absents à cet événement. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous devrez spéculer sur leur absence, qu'est-ce que vous direz? Dans le cas s'agissant du Cameroun, il ne faut même pas spéculer. Je crois qu'il y a coïncidence d'agenda. Il y a eu un communiqué officiel du gouvernement camerounais qui explique, qui informe l'opinion publique de l'indisponibilité de Paul Biya pour des problèmes de santé. Donc j'en déduis que son absence de l'événement est liée peut-être à son état de santé. Concernant le président Sassou, nous n'avons pas reçu d'informations officielles qui justifieraient son absence. S'agit-il d'un problème d'agenda? Nous ne savons pas, mais bon, tant que nous n'avons pas d'éléments pour conclure qu'il s'agit d'un boycott de l'événement, nous ne pouvons pas l'affirmer. Voilà, la langue française, justement, pour nous qui sommes nés après les indépendances, on l'a trouvée quand même oppressive. Je ne sais pas comment nos aînés l'ont vécu, parce que quand on faisait une faute à l'école, quand on n'avait pas parlé le français, on avait le symbole, on était frappé pour des fautes de dictée, ainsi de suite. Or, ceux qui sont nés après dans les années 60 auront 70 ans. Est-ce que on pourra dire que nous avons affaire aux derniers, les dernières personnes nées avant les indépendances ne seront plus de ce monde-là, et est-ce que ça va diminuer l'envergure de la langue française ou le renforcer par rapport à justement la vivacité donnée à cette langue-là par les introductions de mots locaux de chaque pays? Oui, vaste question, parce que je pense que le français, pour ceux qui sont nés juste après les indépendances, ou bien ceux qui ont vécu la colonisation, le français, c'était une langue d'élite. Hein. C'est une langue d'élite. C'est-à-dire quand on partait à un niveau secondaire, on apprenait le français. Et moi qui vous parle, j'ai appris, ma formation de base, c'est la littérature, donc les lettres. Et c'est une belle langue, et c'était une langue de culture. Et je pense que ça va rester, mais peut-être que l'influence va diminuer un peu à cause de concurrence des autres langues, comme l'anglais, comme l'anglais, des langues de travail, des langues de sciences. Et voilà. Mais l'attraction de français va rester. Je pense d'ailleurs, pour moi, la francophonie, les 19e sommets qui viennent de se passer, vu l'affluence des membres qui demandent d'adhérer, donc ça donne de la vigueur, ça redonne de la vie aux Français et à l'espace francophone. Je pense que ça va rester même pour les jeunes, mais bon, tout dépendra de ce que va faire l'OIF. Hein. On a parlé de la francophonie de proximité, la francophonie numérique, et la mobilité francophone. Tout ça, si ça se met en place correctement, avec les visas qui sont prévus, des formations, et puis aussi l'information, le français peut toujours garder sa place. Hein. L'Académie africaine des langues, l'Académie des langues africaines a introduit, créé, et dont le siège se trouve à Bamako, créé je crois en 2002 ou 2003, a dit que les langues de la colonisation sont devenues des langues africaines. Le français, l'arabe, l'espagnol, le portugais, ainsi de suite, sont devenues des langues françaises, des langues africaines. Mais pourtant, parallèlement, est-ce que vous ne constatez pas, comme nous tous, que de plus en plus de jeunes se détachent de cette langue-là pour favoriser leur langue locale? Votre question est très pertinente. Je pense qu'il y a une appropriation de la langue qui est logique, parce que le français, c'est une langue qui porte. Et comme je le dis, il ne faut pas forcément voir la langue comme une langue étrangère, une langue coloniale, une langue qui
qui nous a dominés, mais il faut aussi voir en quoi la langue est importante. Quand vous prenez par exemple des écrivains comme Amadou Kourouma, il écrit de telle manière qu'on a l'impression qu'il s'approprie la langue et qu'il la rend d'une certaine manière autre. Et quand on lit par exemple... Il a localisé son français. Exact, malinkisé ou malinkisé, oui, okay. Voilà. Et pour faire un néologisme. Et quand vous prenez par exemple Monet Nembo, qui écrit aussi d'une manière sublime, même quand on voit des écrivains de littérature française, on ne voit pas ces styles, ces manières de s'approprier. Et pour en revenir aux langues locales, c'est vrai que oui, on a aussi une envie aussi de voir les langues locales émerger. On le voit dans les pays comme la Guinée ou le Mali, où les langues deviennent aujourd'hui écrites, comme par exemple le Pulaar ou même le Mandingue aujourd'hui. Le Ko déjà, il y avait le Ko. Oui. Donc oui, je pense qu'à ce niveau, mais je pense que les langues peuvent cohabiter et qu'on peut avoir le français qui va vivre aux côtés des autres langues, même si bien évidemment, je pense que le français est aussi une langue d'éducation, une langue de transmission. Et pour être une langue de transmission, je pense que oui, le français pourra continuer à avoir de beaux jours devant lui. Pardon. Voilà, mais est-ce que nous pouvons un peu parler le français tel que parlé dans nos pays? Moi, par exemple, dans mon pays, pour dire je m'en vais, on dirait je suis parti. C'est-à-dire le lingala, quand on le dit en lingala, je m'en vais veut dire je suis parti. Et on a tendance à le traduire comme ça, à le dire comme ça. Et donc les non-lingalophones ne comprennent pas qu'il y ait quelqu'un qui est en face de vous et qui dit je suis parti. Est-ce qu'il y a des mots comme ça qu'on retrouve par rapport à la connotation locale, à la compréhension locale de l'Afrique, de la langue locale, et qu'il y ait des traductions littérales comme ça qui feront que l'autre ne comprenne pas, mais que vous, Guinéens équatoriaux, puissiez vous comprendre? Oui, Monsieur Thiam parlait du phénomène de l'appropriation des langues. Il faudrait vraiment que les linguistes se penchent sur ces questions pour décortiquer, pour analyser le phénomène de l'appropriation des langues. Dans notre pays, nous sommes vraiment un laboratoire de ce qu'il faut appeler le multilinguisme. C'est-à-dire que nous sommes hispanophones, nous nous sommes appropriés le français. J'en suis l'exemple, comme tant de locuteurs français en Guinée équatoriale, qui optent pour se former dans les pays francophones, en France alors, en l'occurrence. Et parallèlement à cela, nous vivons aussi le phénomène de l'émergence du repli vers les identités nationales. C'est-à-dire... Mais surtout pour vous qui n'avez pas beaucoup de langues, beaucoup d'ethnies finalement en Guinée équatoriale. On en a quand même 5. Par rapport aux 60 de la Côte d'Ivoire, c'est rien. Ou aux 70. Mais oui, par rapport à notre population, c'est... 1 million d'habitants, 1 million de ça. Ouais. C'est beaucoup. Donc oui, il y a une résurgence des identités locales, nationales. Et tout ça est en marche, c'est un processus. Et bon, on verra dans l'avenir comment... Oui, mais est-ce que vous avez pu localiser une phrase dite dans la langue locale, mais en français, ce n'est compris que par vous? Quand on le transmet en français, ce n'est compris que par vous. Non, vous n'en avez pas. On n'en a pas, mais vraiment, les influences du français parlé proviennent plutôt des pays voisins. Alors toi, là, tu vas me dire quoi? Tu veux quoi même? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Mais ça c'est l'Afrique de l'Ouest, ça. Non, mais là, donc vous n'avez pas compris la subtilité. Voilà. J'ai dit, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Il y a le U qui devient le I. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de U en lingala, en RDC. Voilà. Tu as dit. Il n'y a pas de U. Il n'y a pas de U. Au lieu de dire vieux, mon vieux. Voilà. Il n'y a pas le diphtongue E. Il n'y a pas ça. Et par exemple, on peut dire je parle sous son contrôle, au lieu de dire l'Allemagne, on dirait l'Allemagne. C'est facile à dire l'Allemagne que de dire l'Allemagne. Voilà. Les prononciations, les diphtongues, c'est-à-dire les sonorités locales qui font qu'on prononce le même mot, mais de différentes manières d'un pays à un autre en Afrique. Est-ce que vous avez des exemples comme ceux que je viens de donner, qui viennent de votre bouche à vous? Je suis en train de chercher, mais je ne suis pas sûr que ça va venir. Je sais que ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'on a du mal à prononcer certains mots parce que la tonalité n'existe pas dans la langue locale, c'est-à-dire dans les langues nationales. Par exemple, le lingala, il n'y a pas de U.
Ce qu'on écrit comme Il y a le U, ou, ça le se prononce ou le I. Voilà. Voilà, exactement. C'est U, voilà. Maintenant, Alseni Tchama, est-ce qu'en Guinée, on a des exemples comme ça? Parce que, par exemple, au Mali, pour dire à quelqu'un qui est allé vous voir, on dira Ndela Kata Ladje. Je suis déjà allé le voir si on le traduit en bon français, mais si on le traduit mot à mot, ça veut dire j'ai l'habitude d'aller le voir, alors qu'on n'y allait qu'une fois. Oui. Est-ce qu'il y a des exemples comme ça? Oui, c'est comme par exemple pour dire comme une personne m'exaspère, en français guinéen entre guillemets, on dira ah dis donc. Et c'est vrai que ces expressions comme ça, j'ai pas du tout l'habitude de les voir dans un français classique ici, mais il y a quelques expressions comme ça, ou même oncle. On dira plutôt tonton plutôt que dire oncle, par exemple. Il y a tout le temps des similitudes, comme en tout cas des particularités de la langue française, dont le fait d'employer en fait ces expressions fait qu'au final, ça devient plutôt guinéen, plutôt que franco-guinéen, plutôt que français. Merci beaucoup, chers invités. Nous allons quitter nos téléspectateurs pendant quelques minutes, quelques secondes, avant de revenir dans la deuxième partie, la deuxième séquence de Tumulte sur Global Africa Télé Sud. Bienvenue dans l'univers de Noah Cosmetics. Nous vous proposons une gamme de produits à base d'ingrédients naturels, des produits mixtes adaptés pour la peau, les cheveux et le visage, et également pour toute la famille. Nous avons également une chaîne YouTube où nous recevons des professionnels et des passionnés du domaine du bien-être et de la bienveillance avec qui nous partageons leurs précieuses connaissances. Rejoignez-nous sur tous nos réseaux. Chers téléspectateurs, nous revoilà sur Global Africa Télé Sud. Dans votre émission Tumulte, mêmes invités sur le même plateau. Alors, dans cette phrase, nous allons parler, Juan Carlos, de la dimension politique issue de la déclaration de Bamako avec Boutros Boutros-Ghali, l'Égyptien qui avait pris à cette époque-là la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la dimension politique introduite par la francophonie qui était d'abord un objet culturel, de partage de culture et tout simplement au départ? Oui, à la base, c'est une organisation intergouvernementale qui œuvre à promouvoir le partage de la langue et de la culture française, en sachant que au travers de la langue se véhiculent des valeurs universelles. La démocratie, les droits de l'homme, la liberté politique, essentiellement. Donc oui, à partir de 2000, l'organisation prend conscience qu'elle ne devrait pas se cantonner à jouer un rôle de vecteur d'expansionnisme économique, parce que la finalité, l'impact direct d'une organisation internationale à vocation culturelle et linguistique comme l'OIF, elle produit cet effet-là, de créer une attractivité autour de l'identité française, de la langue française, de la culture française, qui fait en sorte qu'il y ait un investissement massif des industries, des sociétés françaises dans le pays, etc. Et donc, bon, il s'agit bien sûr de pays dans lesquels, s'agissant des pays africains en particulier, des pays qui connaissent de graves crises de gouvernance depuis la post-indépendance. Donc c'est pour cette raison qu'à l'instar d'autres organisations analogues, l'OIF s'est fixé comme objectif, en dehors de la pure et simple promotion de la langue et de la culture française, mais aussi de promouvoir des valeurs universelles de démocratie, de droits de l'homme, des droits et libertés. Donc en ce sens, c'est une bonne chose, c'est un acquis fondamental, et je pense que l'organisation, c'est vrai, devrait persévérer. Alors, donc en termes de persévérance, est-ce que vous avez pu noter que
quand tu es rentré, la chose politique dans cette organisation, la chose culturelle, les acquis culturels ont commencé à s'effriter, à s'échapper par la fenêtre. On constate qu'il y a moins d'interactivité, moins de visas, moins d'aide au développement vers l'Afrique, moins qui a causé des désagréments comme le désœuvrement de certains jeunes qui se sont retrouvés massivement sans emploi sur le continent parce que l'aide dans cet espace vers l'Afrique était tellement omniprésent que lorsqu'il s'émincie, les effets sont là. Est-ce que vous avez constaté ce dont je viens de vous dire ou pas? Oui, moi, l'aspect sur lequel je vais m'appesantir, c'est l'influence de la France-Afrique, parce que c'était une manière pour la France, depuis De Gaulle et avec Focard, c'était une manière de maintenir les pays africains sous le contrôle de la France. Bien sûr, sans pouvoir favoriser... Comme la francophonie a quand même été créée par des non-français. Oui, bien sûr. L'origine n'est pas française de la francophonie. Bien sûr. Alors, comment faites-vous le lien entre francophonie et France-Afrique alors? Non, ce que je veux dire, c'est que, à mon avis, la France-Afrique a joué contre la francophonie. Parce que, voilà, c'était la francophonie, c'était créé dans l'espoir d'avoir un espace de privilège pour les pays ou bien les locuteurs de français. Mais en même temps, à l'opposé, il y avait la France-Afrique qui voulait que la France ait un contrôle sur l'évolution de ces pays pour garder son influence et qui dirige la politique et l'économie de ces pays en faveur de la France. Voilà. Donc, c'est ce qui a fait qu'on a donné moins d'intérêt, on s'est moins impliqué sur l'évolution culturelle et les avantages qu'on pourrait donner aux pays africains parce que les intérêts de la France primaient. Et voilà, ça a entraîné l'effritement de la francophonie parce que comme la francophonie, c'était une conception voulue par des Africains, ils prenaient de la place, de l'importance. Donc on n'a pas voulu leur donner cette importance-là. En quoi faisant? Parce que moi, je sais qu'aujourd'hui, économiquement, la France a beaucoup plus ses intérêts dans les pays non francophones, l'Angola, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Oui. Alors? Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais justement, c'est-à-dire que la France, avec la France-Afrique, contrôlait l'économie des pays africains ex-colonie française pour ses intérêts. Voilà, on a vu. Oui, mais un exemple. Et on peut prendre l'exemple d'Elf Gabon avec Elf avec le Gabon. Elf Congo. Elf Congo. C'est ça. La production pétrolière était. Mais alors voilà. Alcène, est-ce que ce n'est pas du fait de nous, Africains, qui n'avons pas privilégié de faire des transformations, créer des raffineries pour pouvoir exporter du non brut? Ou est-ce que c'est vraiment une volonté de la France ou de la France-Afrique de contrôler l'économie africaine? Je dirais que les deux, mais c'est vrai qu'après 60 ans d'indépendance pour la plupart des pays africains, c'est vrai qu'on ne peut pas toujours taper sur la France. C'est vrai que, comme l'a dit M. Mbama, c'est vrai qu'il y a eu une France-Afrique qui était là et qu'il y a eu, il y a eu des coalitions, il y a eu des ambiguïtés dans l'ingérence de la France vis-à-vis de certains pays africains. Ça, c'est évident. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut aussi se regarder dans le miroir et voir qu'après 60 ans, malheureusement, on n'a pas su mettre en place une politique économique qui puisse nous permettre de nous développer. On a malheureusement, nous aussi, des fautes parce que nous avons des modèles de gestion qui ont fait qu'aujourd'hui, au niveau de notre gestion, au niveau de notre démocratie, au niveau de notre gouvernance, comme le disait M. Juan Carlos en entame d'émission, malheureusement, à tous ces niveaux, on n'a peut-être pas montré l'exemple pour pouvoir utiliser en tout cas tout ce dont la Terre nous a donné, nos matières premières, parce qu'on a 3/4 des matières premières dans le monde. Il suffit de créer des industries, avoir une gestion vertueuse pour pouvoir lancer des cycles de croissance. Et malheureusement, je pense qu'à ce niveau aussi, on a aussi notre responsabilité. Alors, Juan Gomez, on se rappelle, vu que nous parlons de l'impact de la France-Afrique dans la francophonie, tous les Africains francophones du moins ont en mémoire que Omar Bongo a pu décider de faire éjecter, et a pu faire éjecter
un ministre français, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marie Bockel, parce qu'il a décidé l'impact d'Air Africa sur la politique française. Ça aussi a existé. Oui, c'est un épisode que je connais mal. Je connais néanmoins le récit des intermédiations diplomatiques de feu le président Bongo, qui nous sont rapportées par le professeur Eliki Mbokolo. Bongo ayant été un fervent activiste de la francophonie, ayant été d'ailleurs un fervent constructeur du panafricanisme. Je pense que c'est un des aspects bénéfiques, positifs de la francophonie. C'est un espace d'échange, de solidarité qu'il faut continuer à construire malgré les contingences politiques. La France joue un rôle fondamental. Nous venons de dire que dorénavant, l'organisation tient aussi compte de la demande de liberté, de démocratie qui s'exprime en Afrique. Et dans ce sens, oui, l'organisation doit constamment se remettre en cause pour répondre à cette demande de liberté et de démocratie. Parce que c'est ça qui conditionne l'attractivité de l'identité, de la culture française aussi. Parce que c'est un pays qui est porteur des valeurs de liberté, de démocratie, de valeurs républicaines. C'est ça, ce sont ces valeurs qui sont admirées de par le monde. Et ce sont ces valeurs qui fédèrent l'ensemble des membres de la francophonie. Alors, Roger Ngama, Mbaba, dites-nous, cet épisode d'un ministre français décidé, qui est éjecté de son fauteuil du fait d'un Africain, et une deuxième fois, c'est Ramayad qui est dégradé dans ses fonctions de ministre pour avoir attaqué Kadhafi, un Africain encore. Donc des Africains qui ont quand même des impacts sur les personnalités politiques de France qui décident soit de faire éjecter ou de faire en sorte qu'ils soient dégradés dans leurs fonctions. Parce que Ramayad est passé de ministre des Affaires étrangères à ministre des Sports, lorsqu'elle a dit que la France ne va pas être le paillasson de tous les sanguinaires qui viendront, voilà, avec leurs pieds sanglonnants, ainsi de suite. Je ne me rappelle plus tellement de la formule, mais voilà à peu près. Oui. Alors, ce qui est vrai est que à l'époque, la fameuse France-Afrique, hein, on espère que ça disparaît, mais je crains que voilà, il y ait des reliques, hein, voilà. Mais à l'époque, la France maintenait au pouvoir des chefs d'État. Oui, ça on connaît. Voilà. Mais c'est-à-dire, c'est dans le sens contre ce qui est arrivé. Oui, les deux cas les plus connus que nous avons. Les deux cas les plus connus. Mais c'est que les interventions, les propos de ces ministres qui ont été démis de leur fonction venaient à l'encontre des présidents qui étaient maintenus par la France. D'accord. Voilà. Et donc, ça mettait en difficulté ces chefs d'État qui se sont exprimés, qui ont exprimé leur mécontentement au gouvernement français. Et ça a été pris en compte, tout simplement. Donc, il y a eu des actions, oui. Autant politiquement la France, ou économiquement aussi la France a impacté. Oui. Certainement pas toujours dans le bon sens, oui. Sur les Africains. Les Africains aussi, en retour, quelques-uns oui. ont pu impacter. Absolument, mais même fortement. Ouais, même fortement, voilà. Donc c'est ça qui a fait que, voilà, par moments, le gouvernement français était obligé de se débarrasser de certains ministres ou bien de rétrograder parce que ces ministres-là mettait en mal les relations qui existaient entre l'État français et certains États africains. Voilà. Alessène, est-ce qu'on va dire que, pour finir cette séquence-ci, est-ce qu'on va dire que la politisation, la démocratisation même, par Boutros Ghali, a réduit l'espace culturel, les visas entre la France, l'Afrique, certains pays en tout cas,
et l'espace culturel aussi, parce qu'est-ce qu'on se rend compte que les artistes ne se meuvent pas tout à fait. Il y avait le festival de Limoges, il y avait le festival de la francophonie, on a toujours sur RFI bien sûr, c'est RFI Découverte qui donne des prix, qui fait émerger des trucs. Est-ce que cette interactivité n'a pas pris un coup avec justement la déclaration de Bamako avec Alpha Omar Konaré et Boutros Boutros-Ghali? Oui, c'est vrai qu'il y a une politisation de cette francophonie-là. Il y a vraiment un aspect politique qui parfois joue, alors qu'il faudrait peut-être distinguer l'aspect politique et l'aspect un peu culturel de la francophonie. En général, les 4 missions principales de la francophonie, c'est avant tout promouvoir les droits humains, la sécurité, promouvoir la culture française, comme il a dit, l'éducation, promouvoir la langue et des liens économiques. Et malheureusement, aujourd'hui, on a une forme de confusion entre ce qu'il y a de la France-Afrique et la francophonie, alors que la francophonie peut exister à côté justement de la France-Afrique et à côté des troubles et des troubles politiques. Moi, je pense que ce n'est pas parce qu'il y a des troubles politiques que forcément on doit sortir de la francophonie. Comme monsieur l'a dit, la francophonie, c'est des valeurs, c'est des aspirations. On peut être de Guinée équatoriale ou de Guinée-Conakry et partager certaines valeurs qui nous réunissent. La francophonie, ce n'est pas forcément la chasse gardée de la France. Je pense que tout le monde se l'approprie et moi je pense que, comme vous le dites, il faut peut-être distinguer le côté, les tensions politiques entre États et aussi la francophonie qui, elle, est un terrain qui est plutôt d'ordre culturel, d'ordre éducatif, qui ne doit pas être annexé aux aspects politiques et à nos problèmes qu'on a en ce moment. Alors, Juan Gomez, est-ce que vous avez... Juan Carlos, oui. pourquoi aujourd'hui Votre collègue Juan Gomez. Mais pourquoi c'est aujourd'hui justement sur le plateau alors que jamais je n'ai dit Juan Gomez? Je signale qu'on est très proches, mais jamais je n'ai dit. Est-ce que c'est la déformation française? J'ai voulu plutôt beaucoup plus hispaniser le nom parce qu'il y a cette émission sur la francophonie. Ou est-ce que j'ai francisé le nom? Je n'en sais rien. Donc je crois que cette émission a eu un impact sur le prononcé de votre nom. À mon avis, hein. Juan Gomez. Écoutez, ça permet de finir cette émission. On a fini justement cette deuxième partie de notre émission. Nous reviendrons, chers téléspectateurs, dans la troisième partie de notre émission pour envisager les perspectives. Bon, enfin, c'est vrai, j'ai un peu traîné sur Internet la semaine dernière. Ah. Je suis tombé sur des codes craqués. Mais moi, j'ai pas craqué, hein. Bravo. J'ai tenu bon. Je suis fier de vous. Je tiens bon. C'est bien. Merci à vous, qui soutenez la création en regardant légalement vos films et vos séries. Je tiens bon, je tiens bon, je tiens bon. Sommet de la francophonie, quelles leçons en tirer? Nous en parlons sur Global Africa Télé Sud dans votre émission Tumulte. Même invité sur le même plateau. Alors, chers invités, aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, nous allons parler des perspectives. Qu'est-ce qu'il faut, Juan Carlos, pour que, de part et d'autre, chacun ait un gain? Gagnant-gagnant, comme c'est le nouveau narratif. Oui. Faire en sorte que dans une souveraineté gagnant-gagnant, chacun puisse tirer son épingle du jeu. De peur de me redire, la francophonie doit se soucier des pesanteurs de gouvernance qui prévalent en Afrique, parce que la francophonie doit se rapprocher des populations, des locuteurs du français, et affirmer des grands principes, la promotion de la démocratie, la promotion des droits et libertés implique nécessairement créer un cadre d'interaction qui permette justement de réaliser ces objectifs. À l'heure où on parle constamment, de manière quasiment obsessive, des pressions migratoires qui s'exercent sur l'Europe, il faut que nos amis européens, les citoyens européens comprennent que la crise migratoire qui se produit en Afrique et qui impacte l'Europe
n'est pas due, stricto sensu, à un problème de pauvreté, mais cette crise, elle est due fondamentalement à un problème de gouvernance. Parce que ces malheureuses personnes qui fuient l'Afrique fuient une pauvreté qui est induite par la crise de gouvernance. Et donc, tous nos partenaires, à commencer par les partenaires européens, doivent s'impliquer davantage. Mais pourquoi c'est les Européens qui doivent s'impliquer dans la gouvernance africaine? Oui, nous avons des espaces régionaux, nous avons l'Union africaine, nous avons par exemple cet espace, les aides qui se mettent en place ou qui donnent en perspective de faire en sorte que l'Afrique vive mieux par elle-même, par ses ressources. Et pourquoi ne mettront-on pas l'accent sur les zones de libre-échange africaines plutôt que de guetter du côté du colonisateur, comme si nous lui demandons de toujours, que nous voulons que la colonisation n'est pas tout à fait achevée, venez parachever nos colonisations, quoi. C'est un peu ce que je comprends quand vous parlez comme ça. Non, je ne sollicite pas du tout le colonisateur, je sollicite une prise de conscience à tous nos partenaires sur, c'est même pas un besoin, c'est une exigence de donner vie aux règles internationales que nous élaborons ensemble. C'est-à-dire que les oligarchies qui pillent nos pays et réinvestissent l'argent de nos pays en Europe, en Amérique et dans tous les paradis fiscaux, le font grâce à l'appui de pays qui ne sont pas des pays africains. Donc il faut... Des individus. C'est-à-dire là, je crois que ça nous interpelle, ça nous ramène au réseau véreux de la France-Afrique. Ce n'est pas la France qui alimente la voracité de ces gens-là, mais quelques individus français qui viennent se mettre autour d'eux pour attiser... J'en viens au fait, Sadiou. La France n'a rien à voir avec les crises de gouvernance qui existent en Afrique. Mais la France peut jouer un rôle en exigeant le strict respect des règles internationales qui s'imposent à ces oligarchies. Nous en avons la preuve éloquente avec le problème des biens mal acquis. Voilà un domaine dans lequel la France est pionnière. Pour la première fois, une démocratie occidentale sanctionne... Des gens qui se sont réunis pour dire, voilà, qui se sont réunis pour piller nos pays et réinvestir... pour dire que nous allons appeler les avocats pour gérer cette crise des biens mal acquis. Voilà. Mais, Roger Ngbama, quelles leçons tirez-vous d'abord de ce sommet et quelles sont les solutions que vous proposez Moi, je peux intervenir sur 3 points. Le premier point, c'est par rapport à ce qui vient d'être évoqué par Juan Carlos. Le président Juan Carlos. C'est sur la gouvernance. Et le deuxième point, ce sera sur la mobilité. Et le troisième point, ce sera sur le numérique. Donc, sur la gouvernance, je pense que la francophonie peut jouer le rôle d'un espace de transmission des valeurs, des règles, ou bien de discussions, de dialogues. Mais ce n'est pas à la francophonie de gérer la gouvernance interne de nos États ou de notre continent. Nous devons prendre conscience que c'est de nous que dépend l'avenir de l'Afrique. Et pour cela, il faut qu'on puisse avoir une gouvernance qui soit intelligente, qui soit transparente, qui soit aussi inclusive. On a parlé des oligarchies, mais justement, il faut sortir de là, de ce schéma-là. Il faut que la gestion de nos États, de nos richesses, de nos économies puisse irriguer aussi l'ensemble des populations. Voilà. C'est en faisant cela qu'on peut éviter des risques de coups d'État. Par exemple, on parle de coups d'État, on n'est pas d'accord avec les coups d'État, mais est-ce que les coups d'État ne sont pas seulement un signe, un symptôme qui montre que ça ne va pas?
Et que pour éviter les coups d'État, il faut améliorer la gouvernance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça concerne la mobilité. Je pense que la meilleure mobilité que l'on peut obtenir, c'est la mobilité interne de notre continent. Oui, mais là, la première mobilité est d'abord de l'Afrique à l'Afrique. De l'Afrique à l'Afrique, exactement. Vous voyez combien de Togolais il y a à Kinshasa, combien de Mauritaniens il y a à Brazza, combien de Soninké de l'Afrique de l'Ouest il y a en Angola. Tout à fait. Donc, non, c'est d'abord en Afrique. C'est-à-dire le flux qui vient vers l'Europe est important, mais ne représente rien par rapport au flux intercontinental. Exactement. Donc, mettons en place l'intégration régionale. Il faut que nos États... Ah oui, mais l'intégration régionale, la CEDEAO, la CEMAC, la CAC, l'IGAD, la SADC, c'est tous des instruments d'intégration régionale. Oui, mais que ce ne soit pas seulement institutionnel, il faut que ce soit mis en pratique. Oui, mais non. Ça, c'est narratif. Attendez, je vais vous expliquer. Quand moi, je prends ma voiture, je l'ai fait, du Bénin jusqu'à Bamako, la CEDEAO est pour moi. Oui. C'est pas pour les États, ça, c'est pas pour les dirigeants. C'est quand je ne paye pas de douane entre Conakry et le Niger, ça s'adresse à moi, peuple de la... personnes vivant dans cet espace. Tout à fait. Donc, non. Moi, je ne comprends pas ce narratif qui veut qu'on voit la CEDEAO comme un instrument des dirigeants, un syndicat de dirigeants qui n'a pas d'effet sur les populations. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que les institutions ont un rôle de régulation. Doivent réguler et en même temps aider aux populations de prendre conscience de leurs responsabilités. Donc c'est ça qu'on peut attendre des institutions. Mais ce qu'il faut faire, c'est surtout activer sérieusement la mobilité des proximités, des frontières et puis la prise de conscience de l'intérêt que l'intégration régionale présente pour les populations. Voilà, ça c'est le rôle de l'État, d'éduquer la population dans ce sens-là. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'était, je voulais parler des numériques, de la mobilité numérique. Le numérique, c'est une opportunité pour développer les activités économiques et culturelles autres. Mais par rapport à nos populations qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui sont démunis et qui n'ont pas une grande éducation, je pense qu'il faut prendre en charge cette exigence d'information. Il faut bien informer ces populations. Il faut former les gens à la nouvelle technologie et puis trouver des moyens et des financements pour pouvoir mettre en place les applications numériques et pour que ça soit au profit des populations. Parce que moi, je suis parti au Congo-Kinshasa, jusque dans ma province, plus loin. Dans les villages, j'ai vu... Quand tu arrives là-bas, tu vois les populations qui ont envie d'avoir les portables, l'Internet, tout ça, l'ordinateur portable, mais qui utilisent ça comme des objets pour se vanter, juste pour se photographier. Donc, il faut leur apprendre l'utilité, en quoi c'est que ces appareils peuvent vraiment leur servir. Ces appareils-là, ce numérique, ce 2.0, est enfreint par les dirigeants qui, à la moindre élection, c'est eux qui vont sectionner le câble pour que les jeunes n'aient pas accès à Internet. Ouais. Alors, Alcène, vous êtes le plus jeune sur ce plateau. Ouais. Votre génération est aussi celle qui clame le retour aux sources. Avec les nappies, avec la culture africaine qu'on met en avant, tout en ne disant pas il faut bannir ou abolir la culture occidentale, arabe, indienne et tout ça, qui sont présentes. La salsa, la culture latino, présente par les danses, les musiques sur le continent. Le continent est tellement éponge qu'elle reçoit une multitude de cultures. Mais de plus en plus, vous voyez que les jeunes africains, les jeunes comme vous, vont vers ce qui est purement africain.
Oui, c'est ça, c'est ce que vous dites, c'est que c'est le brassage culturel, le métissage culturel. On voit à travers la musique, par exemple, du Nigeria, qui, par exemple, quand ils chantent, par exemple, ils font des musiques du R&B, par exemple, aux États-Unis, on a l'impression que c'est un mix non seulement de la culture un peu américaine, street, et un peu un mix de nos origines et de notre musicalité. Donc, à ce niveau, oui, je pense que les jeunes évoluent dans des sphères où il y a pas mal de concurrence culturelle, où chacun apporte un peu son plus. Et nous, Africains, on a un peu imbibé, on vit en fait une forme de métissage culturel par rapport à ça. Donc je pense que oui, à ce niveau, oui, je pense que ce métissage-là fait qu'on devient plus riche. Et justement, c'est l'intérêt aussi de la francophonie, de voir que le monde évolue et qu'il y a tellement d'espace de concurrence qu'il faut peut-être adapter et que l'Afrique va peut-être se parler en français, mais avec sa culture. Et donc, je pense qu'il y a une forme d'interaction. Autant nous leur apportons, autant eux aussi ils nous apportent. Donc, je pense que oui, à ce niveau, c'est vraiment important de voir combien, que ce soit la francophonie ou ce métissage culturel, fait que nous devions un peu des personnes un peu mixtes, quoi. Voilà. Et donc, dans ce qui se crée avec les langues africaines, nous avons vu également que le 23 septembre a été déclaré Journée internationale de la langue soninké, qui est partie de Ouagadougou, un petit royaume de l'Empire de l'Afrique de l'Ouest entre le Mali et la Mauritanie, et qui est parlé aujourd'hui sur toute la côte par les phénomènes de migration de ces commerçants de la Côte d'Ivoire jusqu'en Angola, jusqu'en Afrique du Sud, et qui aujourd'hui dans les foyers français des Ouest africains, cette langue parlée également en Guinée, en Mauritanie, au Sénégal, au Mali, est en train d'envahir l'espace français aussi. Est-ce que ça vous encourage de voir qu'une langue africaine, en dehors du Haoussa, du Swahili, est en train a conquis le monde, parce que ça devenait un instrument de l'UNESCO, donc mondial. Il y a une journée où tout le monde parlera, a le droit de parler le soninké. Oui, c'est une bonne chose, certainement. Je pense que même en Europe, les deux mouvements coexistent. À la fois qu'on avance vers le pan-européisme, où on construit l'identité européenne, il y a simultanément un repli identitaire. Des identités locales qui s'affirment, qui s'enracinent. Une bonne chose. C'est une bonne chose. L'Afrique est riche de sa diversité. Pour mieux tenir des rapports avec l'autre. Oui, dans beaucoup de pays, par exemple au Congo, avec le lingala, nous n'avons pas cette chance dans nos pays. Nous avons plusieurs idées. Nous n'avons pas de langue dominante. Peut-être quelques-unes plus présentes arithmétiquement, mais nous n'avons pas cet élément fédérateur, comme dans des pays comme le Congo. Vous, c'est-à-dire en Guinée équatoriale? En Guinée équatoriale et en Afrique centrale de l'Ouest, en général. Ni au Cameroun, ni au Gabon, ni en Guinée équatoriale, nous n'avons pas de langue qui puisse fédérer l'ensemble. Donc, comme le sango en Centrafrique. Le français devient la langue dominante. Malgré la présence du djoula transformé en ouchi, qui a donné autre chose. Alors, donc, votre dernier mot par rapport à l'émission qui tire vers sa fin, Robert Mbama. Oui, alors, je voulais dire une seule chose, c'est que je veux reprendre cette expression de Léopold Sédar Senghor, notamment par rapport à la langue soninké. Ben, c'est normal, parce que nous sommes dans un monde de donner et de recevoir. C'est une façon pour l'Afrique de donner dans ce monde. Ça part. Voilà, multiculturel. De contribuer à l'universel. De contribuer à l'universel. Alors Oui, j'emboîterai le pas aussi. Et je dirais que forcément, on a des langues locales et ces langues locales doivent vivre aux côtés du français et des autres langues occidentales. Et je pense que oui, on a de la richesse, on a du vocabulaire, on a des expressions et ça nous identifie. Donc je pense que les langues, entre guillemets, coloniales ne vont pas nous dominer, mais elles vont vivre à côté des autres langues locales qui vont, je pense, exister aussi et cohabiter avec le Lors de la visite de Macron à Bandal, pour ne pas dire à Kinshasa, il a dit « mbote » en lingala, ce qui est rare pour les dirigeants français, de langue française, depuis la création par les Francs de Belgique du français et de sa langue. On a rarement vu un dirigeant français intégrer nos langues, dont
sa façon de parler, dans une partie de sa culture, alors qu'on sait que ces cultures sont interpénétrées, ni dans les manuels, ni dans les attitudes des dirigeants français. On ne voit leur part de l'Afrique. Oui, on voit leur part de l'Afrique. Chirac aussi était quelqu'un qui aimait pas mal aussi la France. Oui. L'Afrique, pardon. Oui, qui aimait, mais on ne voyait pas. Il ne portait pas cette part physique de l'Afrique. On ne le verra jamais pas porter un pagne, une chemise en pagne africain, oui, comme nous portons leur cravate. Vous êtes tous les trois là à porter des cravates. C'est vrai que Emmanuel je suis la seule avec un signe africain de mon foulard quand même. C'est vrai que... Mais vous ne verrez pas un président français. C'est vrai qu'il est très avec la jeunesse, notamment avec les artistes congolais. Et les musiciens d'ailleurs congolais. Donc, je pense que oui, il a ce côté africain aussi en lui. Oui, je pense que la jeunesse actuelle française est assez proche des cultures populaires africaines. Bon, moi j'ai beaucoup d'espoir en ce sens. Les jeunesses européennes, la culture africaine est de plus en plus connue, ne fût-ce que musicale, vestimentaire, etc. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Nous avons parlé donc du sommet de la francophonie, quelles leçons en tirer. Et sur ce plateau, il y a encore Juan Carlos Ondo Ongué, ancien président de la Cour suprême de Guinée équatoriale, président de Nexus Pro, droits de l'homme, Roger Gbagba, chercheur associé à l'IPSE, collègue, Alcène Cham, collègue aussi, mais ici sur ce plateau, il est venu en tant qu'auteur, chercheur de R3S et de MIPAS, bien que aussi de l'IPSE, Institut Prospective et Sécurité en Europe. Pour notre part, nous les Africains de cet institut, nous disons que il ne saura y avoir de paix dans le monde tant que l'Afrique va connaître des tumultes. Des tumultes peut-être endogènes ou aussi exogènes, mais tant que l'Afrique sera en tumulte, le reste du monde ne sera pas en paix. Cultivons la paix et on se retrouve pour une autre émission de Tumulte la semaine prochaine.